Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Le soleil d'Aridel ne se levait pas doucement. Il jaillissait, féroce et implacable, peignant les dunes de teintes d'or fondu et de cramoisi, mais depuis la plus haute tour du palais, où le vent atteignait à peine et où les rires des courtisans s'étaient éteints depuis longtemps, Marcus restait immobile, le regard perdu au-delà des sables sans fin. Autrefois, il se tenait là, grand, fort, défiant. Le plus jeune commandant de la cavalerie d'Aridel, son nom seul suffisait à faire trembler les ennemis, mais c'était avant l'explosion, avant la trahison, avant que son monde ne se réduise à des sols de marbre poli et à une chaise qui grinçait sous son dos brisé. Désormais, le seul mouvement qu'il commandait était le subtil déplacement de la lumière à travers les fenêtres cintrées. Les serviteurs avaient depuis longtemps appris à éviter sa chambre sauf sur ordre. Ses silences étaient tranchants, et lorsqu'il parlait, sa voix était plus froide que les pierres du palais à minuit. Il ne voulait pas de pitié, pas de prière, et certainement pas d'un autre guérisseur offrant un espoir auquel il ne croyait plus. À toutes les apparences, il était un roi en attente, drapé de soie, entouré de gardes loyaux et d'opulence. Pourtant, chaque matin, il se réveillait dans une cage dont il ne pouvait s'échapper. Son monde était fait de silence, de routine, d'ombre, jusqu'à ce que Jonas entre ce matin-là, essoufflé et persistant, bouleversant tout avec 6 mots qui tranchèrent l'air comme une épée. Elle est là, la guérisseuse de Staravon. Marcus ne détourna pas les yeux de l'horizon. Ranfoyez cela, dit-il. Jonas s'avance, prudent. Elle n'est pas comme les autres. Ils ne le sont jamais, marmonna Marcus. Jusqu'à ce qu'ils le soient. Mais Jonas sind bon. Cela en soi était rare. Celle-ci ne parle pas de miracle. Elle ne prétend pas guérir la colonne vertébrale, seulement l'homme qui la porte. Cela lui valut un regard, bref, perçant, dangereux. Je n'ai pas besoin de devinette ni de quelqu'un pour réarranger mes coussins et appeler sa thérapie, dit Marcus. Elle a refusé une escorte, poursuivit Jonas, presque nerveusement. Elle a franchi les portes seule. Elle ne porte aucun instrument, juste un sac d'herbe et de la conviction. Marcus exhala brusquement par le nez, une parodie de rire. La conviction ne me fera pas marcher. Non, admit. Jonas. Mais peu, être vous fera-t-elle, elle vous sentir vivant à nouveau. Cela réduisit la pièce au silence. Pendant un instant, quelque chose vacilla dans les yeux de Marcus. Puis, aussi vite, cela disparut. D'accord, dit-il. Elle a un mois. Ensuite, elle part. Les portes de sa chambre s'ouvrirent cet après-midi-là. Elle n'avait pas frappé. Célène entra comme si elle était chez elle, vêtue d'une simple robe teinte en ocre du désert, un sac en bandoulière. Ses cheveux étaient vaguement attachés, et ses yeux étranges, inébranlables, balayèrent la pièce, pas lui. Il l'observa en silence. Pas de révérence, pas de tête baissée. Elle s'approcha lentement, délibérément, et quand leurs regards se croisèrent, elle soutint le sien sans ciller. « Vous êtes Marcus, dit-elle, non comme une question, mais comme un fait. Et vous êtes déjà congédié, répondit-il sèchement. Elle ne tressaillit pas. Je ne guéris pas ceux qui ne veulent pas être aidés, dit-elle. Bien. Alors partez. Au lieu de cela, elle passa devant lui, ignorant la dureté de son ton, et posa son sac sur la table. L'odeur des herbes la suivait, un mélange chaud et terreux de romarin et de quelque chose de sauvage qu'il ne pouvait identifier. Je ne suis pas là pour vous faire marcher, dit-elle sans le regarder. Je suis là pour vous rappeler que vous êtes plus que des jambes et des titres. C'est la toucha quelque chose en lui. Quelque chose est brute. Il s'approcha en roulant, sa voix basse. Vous présumez beaucoup. Non, dit-elle calmement. J'observe. Et pour la première fois en des années, Marcus n'eut pas de réponse. Cette nuit-là, il ne dormit pas. La pièce sentait légèrement son odeur, air salin et feuilles de pin, terre après la pluie. Il détestait la façon dont son esprit s'attardait sur sa voix, dont sa présence avait perturbé le calme qu'il avait si méticuleusement construit. Elle n'avait pas demandé ce qui s'était passé, n'avait pas offert de pitié, n'avait même pas mentionné la chaise. Cela, plus que tout, le déconcertait. Le lendemain matin, elle revint. Il s'attendait à ce qu'elle commence par des rituels, qu'elle le touche. Au lieu de cela, elle alluma un petit bol d'herbe près de la fenêtre et s'assit en face de lui, croisant les jambes comme un moine. Fermez les yeux, ordonna-t-elle. Il la fixa, incrédule. Je ne médite pas. Je ne vous ai pas demandé de méditer. Je vous ai demandé de fermer les yeux. Quelque chose dans son ton, inébranlable, doux, mais ferme, ne lui laissa aucune place pour discuter. Contre son meilleur jugement, il obéit. Respirez, dit-elle. Pas comme un soldat, comme un homme qui a oublié qu'il est vivant. Et ainsi, dans le silence, avec le soleil réchauffant son visage, le prince, qui n'avait fait confiance à personne depuis des années, se laissa inspirer quelque chose de plus que de l'air. Il inspira la mémoire, le regret, la colère, le chagrin.
Mais quelque part sous tout cela, il y avait du calme, et quand il ouvrit les yeux, Sélène l'observait, non avec sympathie, mais avec reconnaissance. Ce soir-là, il se rendit à la fenêtre seul. Aucun serviteur ne l'aida. Il ne s'en rendit même pas compte avant d'être à mi-chemin. Une petite chose, mais pour lui, cela résonnait comme un tonnerre. En regardant le désert, les sables se déplaçaient au loin, scintillant sous la lumière mourante. Et pour la première fois en des années, il n'avait pas l'impression qu'il se moquait de lui. Il ne savait pas ce que Sélène faisait, mais quelque chose en lui bougeait. Quelque chose s'éveillait. Elle arriva au crépuscule, juste au moment où le soleil du désert commençait sa lente descente derrière les dunes dorées d'Aridel. Les portes du palais s'ouvrirent pour elle, non avec cérémonie, mais avec curiosité. Les gardes n'avaient jamais vu une femme comme elle. Elle ne portait pas les robes de la noblesse, ni ne voyageait avec une escorte. Pas de blason royal, pas de char. Juste une silhouette solitaire enveloppée d'une robe couleur d'argile chauffée par le soleil, son sac en bandoulière, ses yeux aussi stables que le vent contre lequel elle marchait. Elle s'appelait Sélène, et le vent, semblait-il, la suivait. Jonas la rencontra aux portes. C'était un homme de routine, de mots prudents et de gestes mesurés, mais la présence de Sélène le désarma avant même qu'elle ne parle. « Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais », admit-il en lui tendant la main. Elle la regarda brièvement, puis la serra avec une fermeté qu'il n'avait pas anticipée. « Personne ne l'est jamais. » répondit-elle. Ils traversèrent les couloirs de pierre en silence. L'air à l'intérieur du palais était épais, chargé de l'odeur de l'encens et du bois poli. Les serviteurs jetaient des regards depuis les arcades, chuchotant à propos de la femme qui ne revendiquait aucun titre mais dont le nom voyageait plus loin que celui de nombreux rois. Sélène observait tout calmement, les carreaux gravés sous ses pieds, les rideaux de velours suspendus comme des esprits endormis, la manière dont même les murs semblaient retenir leur souffle. Elle ne fit aucun commentaire. Elle écoutait simplement, pas avec ses oreilles, mais avec sa présence. « Il ne vous accueillera pas chaleureusement », prévint Jonas alors qu'ils approchaient de l'aile ouest. « Il n'a accueilli personne depuis 3 ans. Je ne suis pas là pour son accueil, » dit-elle calmement. Il s'arrêta de marcher. « Vous savez ce qui lui est arrivé, n'est-ce pas ?» Elle croisa son regard. « Il a été trahi. Il est tombé. Il s'est brisé. Et maintenant, il porte cette douleur comme une seconde peau. » Jonas cligna les yeux, surprise. « Ce n'est dans aucun rapport. »« Je n'ai pas besoin de rapport, » dit-elle. « Je ressens les gens. » Il reprit sa marche, cette fois avec une étrange révérence dans ses pas. Ils atteignirent la chambre extérieure des quartiers de Marcus. Avant que Jonas ne puisse frapper, Sélène leva une main. « Laissez-moi entrer seul. » Il hésita. Il a chassé des médecins qualifiés, menacé des mystiques. Il a même brisé une canne sur la tête d'un prêtre qui a osé parler de guérison. La voix de Sélène était calme mais ferme. « Je ne parlerai pas de guérison. » Puis elle franchit les lourdes portes. La chambre était vaste, faiblement éclairée par les derniers rayons de soleil filtrant à travers les fenêtres cintrées. Marcus était assis près de l'une d'elles, dos à la porte, la silhouette de son fauteuil roulant projetant une longue ombre sur le sol de marbre. « Il ne se retourna pas. Laissez la potion que vous avez apportée et partez, » dit-il, sa voix empreinte d'un sarcasme las. Sélène ne bougea pas. « Je ne transporte pas de potion, » répondit-elle doucement. Il inclina légèrement la tête. Il ne s'attendait pas à une femme, encore moins à une voix comme la sienne, grave, claire, sans peur ni flatterie. « Je ne fais pas de miracle, » poursuivit-elle. « J'écoute le corps, et parfois il murmure des choses que l'âme refuse d'entendre. » Il se tourna alors, lentement, pour lui faire face, et pour la première fois en des années, il cligna des yeux. Elle n'était pas belle comme les dames de la cour. Elle ne portait ni bijoux, ni parfum. Son visage était caressé par le soleil, ses cheveux ébouriffés par le vent. Mais ses yeux étaient comme une tempête figée. Il le déconcertait. « Qui vous a envoyé ?» demanda-t-il, l'étudiant comme une énigme. « Votre intendant, votre royaume. Peut être même votre corps. » répondit-elle. « Mais j'ai choisi de venir. » Il s'approcha en roulant, curieux malgré lui. « Et qu'est-ce que vous pensez pouvoir réparer ?»« Je ne répare pas, » dit-elle. « Je travaille avec le souffle, l'énergie, la présence, mais rien ne bouge si vous ne le faites pas. » Il rit, un son court et amer. « Si je pouvais bouger, nous n'aurions pas cette conversation. » Elle s'avança, son ton stable. « Je ne parle pas de vos jambes. » Le silence s'épaissit entre eux. Il plissa les yeux. « Vous êtes très sûr de vous. »« Non, » dit-elle, « mais je suis sûr de ce que j'ai vu, des hommes aux colonnes vertébrales brisées qui ont dirigé des armées avec leur seule voix, des femmes au cœur brisé qui ont guéri des villages entiers. Et que voyez-vous quand vous me regardez ? Un homme qui a cessé d'être un homme le jour où il a cessé d'être vu. » Cela le frappa plus fort qu'il ne s'y attendait. Il recula légèrement en roulant, incertain de pourquoi il se sentait exposé. Elle se tourna et commença à déballer quelques objets de son sac. Des herbes séchées, un petit bol, des pierres lisses par des années de manipulation. « Je ne séjourne pas dans l'aile des invités, » dit-elle avec désinvolture.
Il haussa un sourcil. Pardon? Je dormirai à côté de votre chambre, dans la pièce annexe. J'ai besoin d'observer comment vous respirez la nuit, comment vous rêvez, comment vous évitez de rêver. Sa mâchoire se crispa. Ce n'est pas ainsi que les choses se font ici. Je ne suis pas ici pour faire les choses à votre manière, Marcus. Le son de son nom sur ses lèvres semblait étrange, pas formel, pas révérencieux, juste réel. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un était entré dans son espace sans se recroqueviller sous son ombre. Elle n'était pas là pour l'adorer, le réparer ou pleurer ce qu'il était autrefois. Elle était là pour le voir, et cela le terrifiait plus que n'importe quelle guerre. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Il pouvait entendre ses mouvements dans la pièce annexe, le doux frottement du tissu, le grincement de quelque chose dans un bol, pas de chuchotement, pas de prière, juste un but silencieux, et dehors, le vent hurlait contre les murs d'Aridel, mais dans sa poitrine, il remuait plus doucement, il se demandait si c'était possible, si quelque chose avait déjà commencé à changer. Le lendemain matin de l'arrivée de Célène, le palais s'éveilla à quelque chose d'inhabituel, du mouvement dans l'aile ouest. Les serviteurs de Marcus, habituellement congédiés en quelques secondes, reçurent l'ordre de préparer la salle de traitement, les lourds rideaux furent tirés, laissant la lumière inonder des pièces qui n'avaient pas vu le soleil depuis des mois. La poussière, longtemps immobile, s'éleva comme des fantômes dans les rayons dorés du matin. Mais l'homme au centre de tout cela était loin d'être accueillant. Marcus était assis, rigide dans son fauteuil, les yeux plissés alors que Célène disposait des fioles et des tissus sur une table d'appoint. Elle travaillait en silence, ses mouvements méthodiques, son visage indéchiffrable. « Allez-vous commencer par des incantations » demanda-t-il, sa voix pleine de sarcasme. « Ou peut être brûler une feuille sacrée et appeler ça une intervention divine » Célène ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle trempa un morceau de tissu dans de l'eau chaude infusée d'herbe. La pièce se remplit de l'odeur d'eucalyptus et de lavande, vive, propre, déconcertante. Elle parla enfin, sans le regarder. « Je ne chante pas, et je ne prétends pas être divine, mais vous êtes libre de continuer à vous cacher derrière la moquerie si cela vous fait vous sentir puissant. » Sa mâchoire se crispa. « La moquerie est tout ce qu'il me reste. »« Non, » dit-elle, en essorant le tissu. « Vous avez de la douleur, et la douleur vous rend cruel, mais la cruauté ne vous rend pas fort. » Cela le réduisit au silence. Célène s'approcha lentement, tenant le tissu fermement. « Puis-je » Il la fixa, essayant de décider si la fermeté dans sa voix était de l'arrogance ou du courage. Dans tous les cas, cela le désarma. Il acquiesça légèrement. Elle s'agenouilla à côté de lui, plaçant le tissu chaud le long de sa colonne vertébrale. La chaleur se répandit doucement dans son dos, et il tressaillit, non de douleur, mais de l'intimité du geste. « Je n'ai pas besoin de réconfort, lança-t-il. « Je n'offre pas de réconfort, répondit-elle calmement. C'est pour détendre les muscles, ou ce qu'il en reste. » Ses doigts appuyèrent le long de ses côtes, fermes et contrôlées. Elle n'avait pas peur de le toucher, et plus important encore, elle n'avait pas peur de lui. Marcus s'était habitué à ce que les gens contournent son corps comme s'il était en verre. Célène, elle, le traitait comme un champ de bataille qu'elle avait l'intention de reconquérir. « Alors, dit-il entre ses dents serrées, combien de temps avant que vous ne prétendiez que je guéris ? » « Je ne le ferai pas, dit-elle. La guérison ne consiste pas à marcher. Elle consiste à choisir de ne pas vous détester au réveil. Cela frappa plus profondément qu'il ne s'y attendait. « Vous pensez me connaître, siffla-t-il. »« Non, répondit-elle. Mais je sens que vous vous êtes oublié. » Il détourna le visage, les lèvres serrées, les yeux soudain trop brillants. « Vous ne comprenez pas ce que c'est de passer de tout à rien. » Célène s'arrêta, puis déplaça doucement sa main sur son épaule. « Vous respirez encore. Ce n'est pas rien. » Il la regarda alors, vraiment. Et pendant une seconde, elle vit quelque chose vaciller en lui, rage, chagrin, peut être les deux. « Vous pensez que c'est respirer » demanda-t-il amèrement. Rester assis là, à regarder le monde depuis une fenêtre comme un ornement brisé ? Vous n'êtes pas brisé, dit-elle doucement. Vous êtes en colère. Vous avez peur. Mais vous êtes toujours là. Et si vous êtes là, cela signifie que quelque chose en vous n'a pas abandonné. Il voulait argumenter, mais les mots ne vinrent pas. Au lieu de cela, il détourna à nouveau les yeux. J'ai accepté un mois. Ne prenez pas cela pour une reddition. Je ne veux pas votre reddition, Marcus, dit-elle, se levant. Je veux votre vérité. Il exhala lentement, la regardant retourner à la table. La pièce était encore emplie de tension, comme une tempête suspendue dans l'air. Mais en dessous, quelque chose d'autre s'agitait, curiosité, malaise, la plus infime lueur de quelque chose qu'il n'osait nommer. Plus tard dans la journée, Marcus renvoya ses gardes plus tôt. Le silence du palais revint, mais il ne semblait plus protecteur. Il semblait exposé. Il se rendit en roulant jusqu'au miroir près du lit, quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des mois. Son reflet le fixait, mâchoire acérée, joues creuses,
yeux ayant perdu trop de sommeil et vu trop de pertes. Il traça le contour de son visage d'une main. « Elle ne me plaint pas », murmura-t-il à haute voix. Pour la première fois depuis l'accident, quelqu'un l'avait touché comme s'il était réel. Ce soir-là, Selene revint pour la deuxième session. Cette fois, elle apporta un mélange différent, clous de girofle et encens. L'odeur ancrait la pièce dans quelque chose d'ancien. « Vous ne parlez pas beaucoup quand vous travaillez », nota-t-il, essayant de reprendre un peu de contrôle. « J'écoute mieux dans le silence », dit-elle. « Le corps parle toujours en premier. »« Et que dit le mien maintenant ?» demanda Théil avec un sourire cynique. Elle ne sourit pas. Il est fatigué d'être traité comme une prison. Il rit amèrement. « C'est une prison. »« Non, dit-elle. La prison est dans votre esprit. » Il détourna les yeux, refusant de la regarder, mais ses mots restaient comme une écharde sous la peau. Cette nuit-là, le sommeil lui échappa encore. L'air semblait trop vivant, chaque son trop fort, chaque souffle trop faible. Son esprit revenait sans cesse à sa voix, son toucher, son refus de tressaillir. Personne ne lui avait parlé ainsi, pas depuis avant l'accident, pas depuis qu'il était un homme commandant des armées et croyant que son nom seul pouvait façonner le monde. Maintenant, il ne savait plus ce qu'il croyait. Mais une chose était certaine. Cette femme, cette guérisseuse aux yeux de vent, n'avait pas peur de voir ce qu'il était devenu. Et pire, elle pourrait être la première personne à refuser de le laisser rester ainsi. La première matinée de traitement commença avant que le soleil ne couronne les dunes. Le palais était encore endormi, sauf pour le léger bruissement du tissu et le bourdonnement discret de l'eau chaude versée dans des bassins de cuivre. Selene était déjà dans la chambre de Marcus. Elle travaillait silencieusement, ses mouvements lents et précis, comme consciente que le bruit pouvait briser l'espace fragile qui commençait à se former entre eux. Un bol en bois fumait à côté d'elle, rempli d'herbes trempées dans de la lavande, du camphre et du pin. L'air sentait les vieilles forêts et la terre imbibée de pluie, des parfums étrangers à Aridel, comme si elle avait apporté des morceaux de terre lointaine avec elle. Marcus arriva en silence, se déplaçant en roulant sans un mot. Son visage était indéchiffrable, sculpté par l'habitude et le défi. « Vous êtes matinal, » dit Selene, sans lever les yeux. « Je n'ai pas dormi. » répondit-il platement. « Vos herbes ont fait sentir ma chambre entière comme une forêt. »« Ça fonctionne alors, » dit-elle. Il souffla, incertain si elle se moquait de lui. « Si vous pensez pouvoir me masser jusqu'à un miracle, épargnez-vous la peine. »« Je ne veux pas de miracle, » dit-elle. « Juste de l'honnêteté. » Cela le réduisit à nouveau au silence. Le premier exercice était d'une simplicité trompeuse. Elle guida sa main vers une tige en bois enveloppée de lin. Il la saisit maladroitement. Elle posa ses doigts sur les siens, ajustant l'angle, non avec hésitation, mais avec certitude. Il n'y avait pas de douceur dans son toucher, pas de peur de le briser, juste de la présence. Cela le dérangeait plus qu'il ne voulait l'admettre. « Vous n'allez pas demander si ça fait mal, » marmonna-t-il. « Je peux sentir si c'est le cas, » répondit-elle, observant ses épaules, pas son visage. Ils bougèrent en silence, ses mains guidant, son corps résistant. Les muscles, longtemps inutilisés, tremblaient sous sa peau, pas de douleur, de mémoire. À un moment, la tige glissa de sa prise. Elle heurta le sol, bruyante dans le calme. Il jura à voix basse. « C'est ridicule. » Elle se baissa pour la ramasser. Comme le chagrin quand on le porte trop longtemps. Il la regarda durement. Elle soutint son regard sans ciller. « Laissez-vous être mauvais dans cela, Marcus. Laissez-vous échouer. C'est ainsi que vous apprendrez ce qui est encore vivant en vous. » Il ne dit rien, mais il reprit la tige. Au cours des jours suivants, un rythme émergea. Elle venait tôt, restait tard, travaillait en silence, parlait avec intention. Marcus restait résistant, sarcastique, parfois carrément cruel, mais il cessa de la congédier. Une fois, elle apporta un bol d'eau parfumée au romarin et au citron. Il se pencha sans qu'on le lui demande. Un autre jour, elle ajusta sa posture alors qu'il était assis droit dans son lit. Il ne tressaillit pas quand sa main effleura son épaule. De petites choses, mais Selene les remarqua. Ses doigts, autrefois raides, commençaient à fléchir avec moins de résistance. Ses bras, bien que toujours faibles, gagnaient en contrôle. Ses yeux, autrefois ternis par la résignation, suivaient maintenant ses mouvements avec quelque chose de plus dangereux que la colère, la curiosité. Un matin, elle le surprit à l'observer pendant qu'elle préparait le mélange d'herbes. « Quoi » demanda-t-elle sans se retourner. « Vous ne me plaignez jamais, » dit-il. « Pas une seule fois. » Elle s'arrêta. « Devrais-je » Il ne répondit pas, mais quelque chose dans sa posture s'adoucit. Ses épaules, toujours tenues comme une armure, se relâchèrent légèrement, juste assez pour qu'elle voie l'homme sous le prince. Plus tard ce jour-là, elle sortit un plateau de sable, une boîte en bois peu profonde remplie de grains fins et chauds. Elle le plaça sur la table à côté de lui, puis guida sa main dedans. « Qu'est-ce que c'est » demanda Théil, méfiant. « La mémoire, » répondit-elle. « Le toucher est le premier langage que votre corps a connu. Laissez-le parler à nouveau. » Il ferma les yeux alors que ses doigts s'enfonçaient dans le sable.
C'était chaud, doux, familier. Pendant un instant, son expression changea. La hijintrisi sorciu se face. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement, pas de douleur, mais de reconnaissance. Il ne dit rien. Il n'avait pas à le faire. Quelque chose revenait. Cette nuit-là, il ne convoqua pas les serviteurs. Il se déplaça seul de la chaise au lit, lentement, avec effort, mais seul. Quand sa main glissa, il ne jura pas. Il exhala simplement et réessaya. Dans le silence, il pouvait encore sentir la sauge qu'elle avait brûlée ce matin-là. Il resta là, regardant le plafond, sentant le poids de son corps, non comme une punition, mais comme une réalité. Son corps était toujours le sien, pas ruiné, pas perdu, juste différent. Le lendemain matin, elle apporta un miroir. Il fronça les sourcils. « C'est pourquoi ? Pour vous voir, dit-elle simplement. Je sais à quoi je ressemble. Non, vous savez à quoi vous vous souvenez de ressembler. Laissez l'homme devant vous être vu. » Il hésita, mais elle plaça le miroir sur la table et s'éloigna. Quand il finit par regarder, il ne se reconnut pas au début. Les lignes nettes de son visage étaient toujours là, mais ses yeux, ils étaient plus clairs, moins creux, il semblait éveillé. Et puis quelque chose d'étrange se produisit. Il tendit la main vers le miroir à nouveau, non par vanité, mais par émerveillement. Lors de la thérapie de cet après-midi, elle le guida à travers des techniques de respiration. Assise en face de lui, leurs genoux se touchaient presque. La chaleur du désert pesait dans l'air, mais aucun ne bougea pour ouvrir une fenêtre. Inspirez, ordonna-t-elle. Laissez l'air remplir vos poumons. Maintenant, retenez. Ressentez-le, pas seulement dans votre poitrine, dans votre ventre, votre dos, vos côtes. Il obéit lentement, délibérément. Elle observa son diaphragme se soulever. Maintenant, laissez aller, comme si vous laissiez partir quelque chose que vous avez tenu trop longtemps. Il expira, et pendant un instant, tout son corps se détendit, pas seulement son corps, son expression, son souffle, sa présence. Selene le sentit. Quelque chose d'indicible avait bougé. Elle ne dit pas un mot. Mais quand il ouvrit les yeux, il la regarda, vraiment, et dans le silence entre eux, quelque chose passa, pas bruyant, pas clair, mais vivant. Il y eut un moment, bref et non dit, où tout changea, et aucun de n'osa le nommer. Ce n'était pas un baiser. Ce n'était pas une confession. C'était quelque chose de plus petit et pourtant bien plus dangereux. Cela se produisit un matin calme lorsque Selene tendit la main pour ajuster la prise de Marcus sur une bande de résistance. Ses doigts effleurèrent les siens, non avec hésitation, mais avec la même confiance qu'elle portait dans tout ce qu'elle faisait. Mais cette fois, quelque chose s'attarda, une pause, une étincelle. Il ne se retira pas. Elle le remarqua. Il savait qu'elle l'avait fait. Et pourtant, aucun ne bougea. Le silence qui suivit n'était pas le même silence qu'autrefois, tendu, lourd, construit de murs et de douleurs. Celui-ci était plus doux, chargé, comme l'air avant une tempête du désert. Ce jour-là, les exercices furent différents. Marcus obéit à ses instructions avec plus de concentration qu'auparavant. Ses bras répondaient plus vite. Sa respiration était plus profonde. Mais ce n'était pas le progrès qui fit regarder Selene deux fois. C'était la façon dont il la regardait maintenant, non avec suspicion, ni même curiosité, mais avec attention, réelle, silencieuse, indivise. Comme si sa présence n'était pas seulement nécessaire. Elle était désirée. Au déjeuner, il la surprit. Elle rassemblait ses affaires lorsqu'il dit « Vous n'avez pas mangé ». Elle le regarda, surprise. « Il y a de la nourriture dans la pièce d'à côté », ajouta-t-il. « Ce n'est pas grand-chose, mais c'est quelque chose. » Elle hésita, l'étudiant. « Je ne suis pas une invitée, dit-elle prudemment. « Non, répondit-il, plus doucement qu'elle ne l'avait jamais entendu. Vous ne l'êtes pas. Mais je ne ferai pas cela sans vous. Alors restez, si vous voulez. » Et il les resta. Ils mangèrent en silence jusqu'à ce qu'il parle à nouveau. « Vous ne demandez jamais qui j'étais avant. » Elle déglutit. « Vous me dites qui vous êtes par la manière dont vous portez ce qui est brisé. » Il l'étudia. « Vous parlez comme quelqu'un qui a traversé la guerre. » Elle ne répondit pas, mais quelque chose passa entre eux à nouveau, comme un fil tendu entre deux falaises. Personne ne tira, personne ne lâcha. Au cours des jours suivants, l'étincelle grandit, pas dans des déclarations ou des regards volés, mais dans des gestes. Il ne tressaillit plus lorsqu'elle le touchait. Elle ne détournait plus les yeux lorsque leurs mains se rencontraient. Elle se surprit à se tenir trop près. Il se surprit à regarder trop longtemps. Un soir, elle entra dans la pièce pour le trouver non pas au lit, mais assis droit près de la fenêtre ouverte. « Vous avez laissé les rideaux ouverts, » dit-il. « J'ai pensé essayer de regarder le coucher de soleil comme vous le faites. » Elle ne dit rien, se contentant de sourire doucement, comme le ciel derrière lui. Et il lui rendit son sourire. Mais ce n'était pas seulement de la chaleur qui se construisait entre eux. C'était de la tension, indéniable, silencieuse, dangereuse. Lors d'une session de thérapie, elle posa sa paume à plat sur sa poitrine pour guider sa respiration. Son cœur, autrefois calme, fit un bond. Il la regarda.
Elle lui rendit son regard. Aucun ne bougea. Elle retira sa main lentement, presque à contre-cœur. « Votre cœur bat fort, dit-elle, se détournant. Vous le rendez ainsi, murmura-t-il. Elle ne répondit pas. Et pourtant, tout son corps le fit. Cette nuit-là, elle resta éveillée plus longtemps que d'habitude. Dans la petite pièce annexe qu'elle utilisait comme quartier, elle n'alluma pas de bougie. Elle ne lut pas, n'écrivit pas. Elle resta assise là, les genoux ramenés contre sa poitrine, se demandant combien de temps il faudrait pour que ce feu les consume tous les deux, car il était là. Il avait toujours été là, caché sous chaque toucher, chaque silence, chaque refus de nommer ce qui se déroulait clairement entre eux. Mais ils étaient encore guérisseuses et patients, encore princes et étrangères, encore brisés à leur manière. Et l'amour, si c'était ce que cela devenait, était la chose la plus dangereuse qu'aucun d'eux ne pouvait permettre. Le lendemain matin, Marcus posa une question inattendue. « Pourquoi ne souriez-vous jamais quand vous travaillez ?» Célène haussa un sourcil. « Est-ce que ça aiderait la thérapie ?»« Non, dit-il, mais je pense que j'aimerais le voir. » Elle s'arrêta, incertaine s'il plaisantait. Puis, lentement, elle sourit. Ce n'était pas large. Ce n'était pas répété. C'était honnête. Et il semblait avoir vu le soleil pour la première fois en des années. Plus tard cet après-midi, ils partagèrent un thé dans sa chambre. Elle avait apporté un mélange de Staraven, miel sauvage, thym et gingembre. Il trouva le goût étrange mais réconfortant. Ils ne parlèrent pas beaucoup, mais leur silence ne semblait plus vide. Il semblait être des pages en train d'être écrites. Ce soir-là, quelque chose changea. Célène termina la dernière session de la journée, et s'apprêta à partir. Sa main était sur la porte quand sa voix l'arrêta. « Célène. » Elle se retourna. Il la regarda, vraiment. « Je sais que je ne suis pas facile. Vous ne l'êtes pas. » Admit-elle doucement. Mais ça, il désigna sa poitrine, cette chose entre nous, c'est réel, n'est-ce pas? Son souffle se coupa. Elle ne répondit pas, non parce qu'elle ne savait pas, mais parce que l'admettre à haute voix le rendrait trop réel. Il hocha la tête, comme si son silence confirmait tout. « Bien, dit-il. Parce que je le ressens chaque fois que vous entrez. Et je ne sais pas quoi en faire. » Elle s'avança, lentement. « Je le ressens aussi, murmura-t-elle. Et juste au moment où elle se tourna pour partir à nouveau, leurs mains se frôlèrent. Pendant une seconde, aucun ne bougea, puis il tint la sienne, juste un instant, pas comme un prince, pas comme un patient, mais comme un homme. Et dans ce calme, sous le souffle discret du vent du désert, quelque chose de plus profond que les mots commença à brûler. Le bain était censé être pratique, thérapeutique, rien de plus. Célène l'avait préparé comme chaque semaine, méthodiquement, avec des herbes infusées dans la chaleur et la vapeur, sauge pour la circulation, camomille pour calmer, eucalyptus pour libérer les tensions persistantes. Elle l'avait déjà fait. Mais aujourd'hui, c'était différent. La pièce était silencieuse, sauf pour le goutte-à-goutte occasionnel de l'eau dans la grande baignoire en pierre près de la fenêtre cintrée. Le soleil déclinant projetait une lueur ambrée sur les murs, enveloppant l'espace d'une chaleur presque sacrée. Marcus entra lentement en roulant, son expression indéchiffrable. Cette fois, il ne plaisanta pas, ne la taquina pas avec du sarcasme. Il la regarda simplement, silencieux, concentré, tandis qu'elle ajustait les serviettes et versait la dernière goutte d'huile dans l'eau. « Commençons » demanda-t-elle, sa voix douce, stable. Il hocha la tête. Il n'avait jamais laissé personne l'aider à se baigner depuis l'accident. C'était le dernier fragment de dignité qu'il gardait avec une férocité silencieuse. Mais ce soir, pour des raisons qu'il ne comprenait pas encore, il laissa tomber l'armure. Il la laissa le voir, vraiment le voir, pas comme le prince, pas comme le patient, mais comme un homme, blessé, nu, essayant encore de croire qu'il méritait d'être touché. Célène s'approcha, ses mains douces mais sûres. Elle l'aida à sortir du fauteuil avec un soin exercé, le guidant dans l'eau avec un souffle contrôlé et un silence révérencieux. Il saisit le bord de la baignoire, grimaçant légèrement alors que son corps s'adaptait à la chaleur. « Vous êtes tendu » murmura-t-elle. Il eut un rire sec. « Difficile de ne pas l'être quand je suis exposé. » Il la regarda. Elle soutint son regard. « Personne ici ne vous voit comme faible, Marcus, dit-elle, ses doigts effleurant légèrement son bras. Encore moins moi. » Il ne répondit pas. Mais il ne détourna pas les yeux. Elle commença le traitement lentement, versant de l'eau chaude sur ses épaules, regardant la vapeur s'enrouler autour de son cou. Ses mains suivirent, appliquant une pression douce le long de la crête de son dos, sur les nœuds durcis de muscles. Il se pencha légèrement en avant, la laissant entrer, son souffle ralentissant alors que son toucher glissait sur lui. Cela aurait dû sembler clinique, mais ce n'était pas le cas. Il y avait quelque chose dans la manière dont ses mains s'attardaient, dont ses doigts s'arrêtaient, pas pour la technique, mais pour le ressenti, comme si elle ne le traitait pas, elle l'apprenait. Il frissonna, bien que l'eau soit chaude. « Vous avez froid » demanda-t-elle. « Non » répondit-il doucement. « Pas froid, juste vivant. » Alors qu'elle travaillait,
leurs silences se remplirent d'un nouveau poids, pas d'inconfort, pas de honte, mais de désir. Célène prit un tissu, le trempant dans l'eau et le portant à son cou. Elle nettoya doucement la peau sous son oreille, son poignet effleurant la ligne de sa mâchoire. Son souffle se coupa. Le sien aussi. Leurs regards se croisèrent. Pendant un instant, ils se figèrent tous les deux. Le tissu glissa de ses doigts dans le bain, oublié. Aucun ne le remarqua. Sa main resta sur sa mâchoire, la sienne se posa sur son poignet, et l'espace entre eux, autrefois rempli de tension, s'effondra. Elle se pencha en premier, ou peut-être était-ce lui. Aucun ne serait jamais sûr. Tout ce qu'ils savaient, c'est que leurs bouches se rencontrèrent au milieu, doucement, hésitantes, comme un secret implorant de ne pas être entendu, mais une fois commencé, cela s'intensifia, lent, intense, à peine respirant. Sa main glissa derrière son cou. La sienne caressa le côté de son visage. Ils s'embrassèrent comme s'ils avaient peur de se briser l'un l'autre, comme deux personnes qui n'avaient pas ressenti de désir depuis si longtemps qu'elles avaient oublié ce que signifiait être désirées. Il sentit son souffle contre ses lèvres. Elle sentit son cœur battre contre sa poitrine. C'était réel. C'était irréversible. Quand ils se séparèrent enfin, le monde sembla différent. Les yeux de Célène cherchèrent les siens, incertains. « Je ne voulais pas. »« Si, » dit-il doucement, « et moi aussi. » Elle déglutit difficilement, sa voix à peine un murmure. « Ça change les choses. » Il hocha la tête. « Tout. » Une longue pause s'étira entre eux. Aucun ne savait ce qui suivrait, mais aucun ne voulait défaire ce qui venait de se passer. Elle l'aida à sortir de l'eau en silence, enveloppant une serviette autour de ses épaules, ses mains tremblant maintenant là où, quelques instants plus tôt, elles avaient été si sûres. Marcus ne parla pas non plus, mais son regard ne la quitta jamais alors qu'elle le ramenait au lit en roulant et ajustait l'oreiller derrière son dos. Elle s'arrêta avant de s'éloigner. « Je viendrai tôt demain, » dit-elle, sa voix plus douce que d'habitude. Il tendit la main vers son poignet, juste un léger toucher, pas pour la retenir, mais pour la garder près une seconde de plus. « Célène. » Elle se tourna. Ses yeux retinrent les siens. « Je ne le regrette pas. Sagorge se serra. Moi non plus. » Et sur ce, elle partit. Cette nuit-là, Marcus resta éveillé dans le silence de sa chambre, écoutant les faibles sons du vent à l'extérieur. Mais ce n'était plus le vent qui le hantait. C'était son souffle, ses mains, son baiser. Cela se répétait encore et encore dans son esprit comme un feu qu'il ne pouvait éteindre. Et dans la pièce à côté, Célène était assise en tailleur sur le lit, fixant ses paumes. Elle brûlait encore là où elles avaient touché sa peau, se souvenait encore de la forme de sa mâchoire, du poids de sa bouche. Elle n'était pas censée ressentir cela. Pas ici, pas avec lui. Mais quelque chose avait été mis en mouvement, et quoi qu'il arrive ensuite, aucun d'eux ne serait plus jamais le même. Le lendemain matin du baiser, l'air dans la chambre de Marcus semblait plus froid, pas physiquement, la chaleur du désert d'Aridel pressait encore contre les murs du palais, mais dans l'espace entre lui et Célène, quelque chose avait changé, et pas pour le mieux. Elle entra comme d'habitude, un plateau dans les mains, l'odeur de menthe et de sauge flottant autour d'elle. Son visage était calme, composé, trop composé. Marcus était déjà assis près de la fenêtre, bras croisés, regard fixé sur les dunes au-delà. Il ne se retourna pas quand elle entra. « Bonjour » offrit-elle. Une longue pause, puis un plat. « Vraiment » Célène s'arrêta au centre de la pièce, incertaine si elle devait prendre cela pour du sarcasme ou un avertissement. Elle posa le plateau sans un mot, l'observant du coin de l'œil. « Vous êtes levé tôt » tenta-t-elle à nouveau. « Je n'ai pas dormi » répondit-il. Toujours, il ne la regarda pas. La session commença de manière rigide. Ses mains bougeaient mécaniquement. Sa posture était tendue, résistant plus que d'habitude à son toucher. Lorsqu'elle ajusta la pression sur son épaule, il tressaillit, pas de douleur, mais de quelque chose de plus profond. « Elle recula. »« Trop » demanda-t-elle. Il ne répondit pas. Au lieu de cela, il éloigna son bras et marmonna, « Nous n'avons pas besoin de parler aujourd'hui. » Sa poitrine se serra. Ainsi, cela avait commencé, le retrait. Elle hocha la tête une fois, reculant. « Comme vous voulez, Votre Altesse. » Le titre atterrit comme un couteau. Il les remarqua. Il était censé le faire. Cet après-midi-là, elle ne revint pas. Il attendit, bien qu'il ne l'admettrait pas à lui-même, il écouta ses pas au-delà de la porte. Et dans son absence, le silence revint, pas celui qu'ils avaient partagé autrefois, mais l'ancien, le cruel, le silence de la honte, de l'autoprotection, celui qui a le goût du regret. Dans la solitude de ses pensées, Marcus repassait la nuit précédente en boucle cruelle, le baiser, le toucher, la façon dont elle l'avait regardé, non comme quelqu'un de brisé, mais comme quelqu'un de réel. Et qu'avait-il fait en réponse? Il l'avait repoussée, parce que cela le terrifiait, parce que la désirer signifiait admettre à quel point il ressentait, et ressentir signifiait risquer la douleur à nouveau. Célène passa la soirée dans les jardins. Elle n'avait pas prévu de rester à l'écart,
mais quelque chose dans sa voix ce matin-là avait claqué une porte en elle. Elle avait touché l'âme de cet homme. Elle l'avait embrassé dans son état le plus vulnérable, et au lieu de se rapprocher, il avait construit un autre mur. Elle essaya de se dire qu'elle comprenait, que sa froideur n'était pas un rejet, mais de la peur. Mais même en sachant cela, ça ne faisait pas moins mal. Alors, elle laissa le vent rafraîchir ses joues, et elle ne pleura pas. Mais elle en avait envie. Le lendemain, le rythme était brisé. Il l'attendait quand elle entra, mais tout en lui était différent. Les yeux qui cherchaient autrefois les siens les évitaient maintenant. La voix qui s'était autrefois adoucie autour d'elle était de nouveau tranchante et brève. « Nous sommes en retard, dit-il. Commençons. » Célène hésita, puis hocha la tête. Alors qu'elle travaillait, elle remarqua la distance dans chaque mouvement. Il ne tressaillit pas lorsqu'elle le toucha, mais il ne répondit pas non plus. Son souffle était superficiel, son corps raide. Elle se pencha plus près pour ajuster l'angle de son poignet. Il s'éloigna. « Je peux le faire, dit-il. » Elle se redressa. « Marcus. Je pense qu'il vaut mieux se concentrer sur la thérapie, interrompit-il. Sa voix n'était qu'un murmure. Et faire comme si le reste n'avait pas eu lieu? Sa mâchoire se crispa. Je ne fais pas semblant. Je choisis de ne pas compliquer cela. Célène recula d'un pas, son cœur battant dans sa poitrine. Le regrettez-vous? Il ne répondit pas. Et ce silence était la réponse. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle s'assit près de la fenêtre ouverte de ses quartiers, regardant l'étendue noire du désert, se demandant si elle avait franchi une ligne qui n'était jamais censée être franchie, mais ensuite, elle se souvint de son toucher, de sa bouche, de la manière dont il l'avait tenue comme s'il avait plus besoin d'elle que de respirer. Non, ce n'était pas une erreur. C'était réel. Il avait juste peur. Et pourtant, elle ne pouvait pas être celle qui réparait cela. Il devait le choisir. Le troisième jour, il parla en premier. « Je vous ai repoussé, » dit-il doucement alors qu'elle préparait la compresse d'herbe. Célène s'arrêta, puis se tourna pour lui faire face. « Je l'ai remarqué. » Il hocha la tête, les yeux sur le sol. « Je ne savais pas comment me permettre d'avoir besoin de quelqu'un. » Un silence tomba. Puis elle dit doucement, « Vous n'avez pas à avoir besoin de moi, Marcus. Mais vous devez arrêter de vous mentir. » Il la regarda alors, « Vraiment. Je ne suis pas habitué à être vu, admit-il. »« Eh bien, dit-elle doucement, vous êtes vu maintenant. » Et elle marcha vers lui, non pour réparer, non pour pardonner, mais pour rester à ses côtés pendant qu'il décidait s'il retirerait l'armure lui-même. Ils travaillèrent à nouveau en silence. Mais cette fois, le silence n'était pas un rejet. C'était une reconstruction. Quelque chose s'était fissuré. Quelque chose avait résisté à la chaleur de la peur et restait encore, pas brisé, juste remodelé. Cette nuit-là, Marcus écrivit une note. Il la laissa devant sa porte. 2 mots. Restez, s'il vous plaît. Les jours qui suivirent furent calmes, pas le silence blessé du retrait, mais celui qui s'installe après une tempête, quand le vent persiste encore et que l'air semble chargé. Marcus et Célène ne parlèrent pas du baiser ni du retrait qui suivit, mais quelque chose entre eux s'était réaligné, hésitant, fragile, mais inévitable. Il la laissa le toucher à nouveau. Elle le laissa tenir son regard, mais aucun d'eux ne savait que quelque chose de plus sombre s'agitait sous les murs du palais. Cela commença par un murmure. Célène avait pris son thé ce matin-là dans le jardin derrière l'allée, un coin tranquille fréquenté principalement par les serviteurs. Elle aimait cet endroit. Cela l'ancrait, lui rappelait que la vie dans le palais, bien que dorée, pulsait encore de souffle et de labeur. Elle venait de s'asseoir quand 2 servantes passèrent près de la fontaine, leur voix basse mais urgente. « Encore hier soir. Ils déplacent des choses du coffre. Ils disent que c'est pour l'Alliance du Nord. » « L'Alliance du Nord ? Il n'y a pas de traité. Pas depuis le prince. » Célène se redressa. Leurs voix s'évanouirent alors qu'elles disparaissaient dans le chemin, inconsciente que quelqu'un avait écouté, quelqu'un qui se souvenait de chaque mot. Cet après-midi-là, en préparant un nouveau lot d'huile pour la thérapie de Marcus, Célène s'arrêta sur son registre, un journal épais relié en cuir sombre, toujours laissé ouvert sur la table d'appoint près de son fauteuil. Elle ne l'avait jamais touché auparavant, n'en avait jamais eu besoin. Mais aujourd'hui, quelque chose l'attira. Elle jeta un coup d'œil vers la porte. Il était encore en conseil. Elle ouvrit la dernière page. Ce qu'elle vit lui noua l'estomac, 2 ensembles de notations côte à côte. L'un dans l'écriture forte et délibérée de Marcus, l'autre penché, plus désordonné, marqué de symboles utilisés uniquement par le magistrat des finances, mais les chiffres ne correspondaient pas, loin de là. Ce soir-là, elle ne dit rien pendant la session, mais Marcus remarqua son silence. « Vous êtes distraite » dit-il alors qu'elle enroulait un tissu chauffé autour de son bras. « J'ai entendu quelque chose » répondit-elle. Il se raidit légèrement. « À propos du moi ?»« Non. À propos de votre coffre. Vos accords commerciaux. Quelque chose ne va pas. Il reste immobile. » Expliquait. Alors elle le fit, les voix près du jardin, les notations discordantes,
la fréquence étrange des livraisons dans l'aile sud, toujours après la tombée de la nuit, toujours sous des ordres, portant le sceau de son oncle. Marcus écouta en silence, sa mâchoire serrée, ses yeux s'assombrissant. Ce registre reste verrouillé, marmonna-t-il. Pas hier, dit-elle doucement. Il la regarda cette fois, pas comme patient à guérisseuse, pas comme homme à femme, mais comme prince à quelqu'un en qui il avait confiance. Vous rendez-vous compte de ce que vous dites? Demanda, T. Elle hocha la tête. Que quelqu'un proche de vous saigne votre royaume, lentement, discrètement, et personne ne le remet en question parce qu'on vous traite encore comme l'ombre de l'homme que vous étiez. Cela le frappa comme une flèche. Il détourna les yeux, regardant le feu. J'aurais dû le voir, dit-il amèrement. J'étais trop occupé à survivre. Non, dit-elle, s'approchant. Vous vous êtes battu chaque jour, mais, maintenant il est temps de vous lever. Ils se retrouvèrent à nouveau cette nuit-là en secret. Marcus convoqua Jonas dans le bureau. Selene était là aussi, debout derrière lui en soutien silencieux. J'ai besoin d'accéder à tous les transferts du coffre des 6 derniers mois, ordonna Marcus. Jonas cligna des yeux. Mais, Votre Altesse, votre oncle sera consulté une fois que j'aurai examiné les chiffres, interrompit Marcus froidement. D'ici là, cela reste entre nous. L'intendant hésita, puis hocha la tête. Oui, mon prince. 2 jours passèrent. Selene revint des bains un après-midi pour trouver Marcus assis à sa table de guerre, la vieille surface en bois maintenant couverte de parchemins ouverts, de rapports et de messages codés. Il leva les yeux quand elle entra. Vous aviez raison, dit-il. Elle se figea. Vous l'avez trouvé? Il hocha la tête sombrement. Mon oncle a détourné des fonds dans des lignes d'approvisionnement fantômes, des commerçants qui n'existent pas, des armées jamais recrutées, les mines du sud sont presque à sec. Selene déglutit difficilement. Pourquoi? Pour affaiblir le royaume. Lentement, discrètement, et éventuellement, le prendre. Son cœur battait fort. Sait-il que vous l'avez découvert? Pas encore, mais il le saura. Il la regarda alors, les yeux pleins de quelque chose de dangereux, mais concentré. J'ai besoin de vous avec moi, Selene. Elle s'avance. Je n'ai jamais quitté. Cette nuit-là, Marcus ne dormit pas. Il fixa le désert, la lune haute et argentée, les dunes comme des vagues figées. Pour la première fois en des années, il sentit le pouvoir revenir, pas à travers ses jambes, mais à travers son esprit, sa voix, son feu, et elle l'avait allumé, non en le réparant, mais en le voyant assez clairement pour savoir où se cachait la pourriture. Aux petites heures du matin, il convoqua le capitaine de la garde royale. Lorsque l'homme entra dans la chambre, Selene se tenait à côté du fauteuil de Marcus, grande, stable, silencieuse. La voix de Marcus était calme. Il y a une liste de noms que je veux que vous arrêtiez discrètement d'ici ce soir. Commencez par le trésorier royal. Terminez par Lord Victor. Le sourcil du capitaine se souleva, mais il ne le questionna pas. Il regarda brièvement Selene, puis s'inclina. Comme vous l'ordonnez, mon roi. Et juste comme ça, Marcus ne survivait plus seulement. Il reprenait son trône. Mais aucun d'eux ne pouvait deviner que Victor savait déjà, et il ne prévoyait pas de tomber sans un dernier coup de sa part. Les arrestations commencèrent au crépuscule. Les gardes se déplaçaient dans le palais comme des ombres silencieuses, collectant des parchemins, saisissant des clés, escortant des officiels dont les noms avaient longtemps été fiables. Il n'y avait ni cri, ni résistance. Juste un silence stupéfait et un froid qui se répandait dans les salles royales comme de la fumée après un feu. À minuit, le nom de Lord Victor était le dernier sur la liste, mais ses quartiers étaient vides. Il avait disparu. Marcus était assis dans la salle du Conseil royal, la première fois qu'il l'occupait depuis l'accident. Le poids de la salle du trône était différent maintenant. Il n'étouffait pas. Il défiait. Et cette fois, il ne l'affrontait pas seul. Selene se tenait à ses côtés, silencieuse mais stable, sa présence comme un lien avec le sol sous ses roues. Jonas lui tendit le rapport final. 37 signatures falsifiées, 2 millions de pièces disparues, et au moins 4 fausses alliances qui n'atteignirent jamais nos frontières. Marcus laissa échapper un souffle lent. Depuis combien de temps? Jonas baissa les yeux. Depuis le premier hiver après votre chute, quand vous avez cessé d'assister aux réunions du conseil. La main de Selene effleura l'épaule de Marcus, non pour réconforter, mais pour lui rappeler. Vous n'êtes plus seul. Plus tard, dans l'intimité de son bureau, Marcus brisa le silence. Vous avez sauvé mon royaume. Selene se tourna de la fenêtre. Non, vous l'avez repris. Il la regarda, sa voix plus basse maintenant. Vous avez vu ce que personne d'autre n'a osé regarder. Vous m'avez dit la vérité, même quand je n'étais pas prêt à l'entendre. Elle s'approcha. Je ne suis pas venu ici pour être en sécurité, Marcus. Je suis venu pour servir quelque chose de plus grand que la peur. Il l'observa attentivement. Vous avez fait plus que cela. Il tendit la main vers quelque chose à côté de lui, une petite crête en argent gravée du sceau royal d'Aridel. Je veux que vous soyez à mes côtés, pas seulement dans l'ombre,
pas seulement comme guérisseuse. Elle hésita. Que demandez-vous? Je veux que vous soyez au conseil, comme mon conseiller, comme mon égal. Son souffle se coupa. Ils ne l'accepteront pas. Ils le feront, dit-il avec une fermeté dans la voix qui n'était pas là avant. Parce que moi, je le ferai. Elle l'étudia longuement. Vous changez. Non, dit-il, je me souviens de qui j'étais et je deviens qui j'étais destiné à être. Elle sourit. Alors, oui, et avec cela, une nouvelle alliance naquit, non signée par le sang ou la monnaie, mais par le feu, la loyauté, et quelque chose de bien plus rare. La vérité, cette nuit-là, il ne convoqua pas ses gardes. Il se rendit seul au quartier de Célène en roulant. Quand elle ouvrit la porte, il ne parla pas. Il la regarda simplement, fatiguée, fière, changée. Elle s'écarta, le laissant entrer. Ils s'assirent en silence sur le sol, dos contre le mur, partageant une flasque de vin du désert. La nuit était calme, le palais immobile. Vous auriez pu partir, dit-il, quand je vous ai repoussé. J'y ai pensé, admit-elle. Mais ensuite, je me suis souvenu de la façon dont vous m'avez regardé quand vous n'aviez pas peur. Sagorge se serra. Et je voulais revoir cela. Vous me faites quelque chose, murmura-t-il. Elle se tourna vers lui. Quel genre de chose? Vous me rendez plus doux et plus fort en même temps. Elle sourit faiblement. Alors être que ce n'est pas moi que vous ressentez. Être que c'est vous qui vous réveillez. Alors que le feu crépitait doucement dans le coin, il tendit la main vers la sienne. Elle le laissa faire. Pas de mots, juste des doigts entrelacés dans le silence. C'était le plus simple des gestes, et pourtant à cet instant, cela semblait un vœu. Le lendemain matin, Célène entra dans la salle de guerre à côté de Marcus en tant qu'égal. Les membres du conseil regardaient. Certains chuchotaient. Un ancien fronça même les sourcils. Marcus n'attendit pas la permission. Voici Célène de Staraven, annonça-t-il. Mon conseiller personnel. Et la raison pour laquelle ce royaume tient encore, la salle était silencieuse. Personne ne discuta, car aucun n'osa défier le feu dans sa voix ou la certitude dans ses yeux. Cet après-midi-là, ils s'assirent côte à côte, examinant les plans de récupération. Elle lisait des cartes de stratégie. Ils dictaient des lettres de réalignement. Pour la première fois, leur énergie était unie, pas dans la thérapie, mais dans la reconstruction de quelque chose de bien plus grand que d'eux. Aridel n'était plus une prison. C'était un royaume en renaissance. Et ils le façonnaient ensemble. Mais alors que le soleil déclinait, un messager arriva aux portes, essoufflé, pâle. Il tendit à Marcus un parchemin scellé. Le prince le lut. Son expression changea. Victor, murmura-t-il. Célène se pencha. Où? Il a fui au sud, dit Marcus. Il rallie d'anciens alliés, des rebelles de la frontière, ceux qui me voient encore comme brisé. Un silence passa entre eux. Que ferez-vous? Demanda-t-elle. Il la regarda, les yeux féroces, stables. Je leur montrerai que le roi qu'ils craignaient est toujours vivant. Le vent du désert qui atteignit le palais cette nuit-là portait plus que du sable. Il portait des nouvelles de guerre. Victor n'avait pas fui en silence. Il attisait d'anciennes rancunes, rassemblant des déserteurs, des marchands corrompus et des seigneurs de guerre exilés de la frontière sud, et il avait des nombres, plus que quiconque ne l'avait prévu. Aridel était à nouveau menacé, mais cette fois, son prince était éveillé. La salle de guerre s'anima à l'aube. Des cartes furent déroulées sur de longues tables en bois, éclairées par l'éclat doré du soleil matinal. Le conseil murmurait en tons anxieux, l'air épais d'urgence. Pourtant, lorsque Marcus entra, se déplaçant en roulant sans escorte, la salle tomba dans un silence révérencieux. Personne ne l'avait vu ici depuis plus de 3 ans. Mais l'homme qui entra n'était pas un fantôme. Il était une tempête. Célène se tenait à ses côtés, alors qu'il prenait place à la tête de la table. Ses doigts déroulèrent un parchemin, sa voix calme, claire. Victor chevauche avec environ 200 hommes, armés, mobiles. Il prévoit de prendre les mines du sud d'abord, puis de pousser vers le nord. Hona se pencha. La garde du palais ne peut pas les retenir seuls. Ils n'auront pas à le faire, répondit Marcus. Nous n'avons pas besoin de plus de lames. Nous avons besoin d'une meilleure vue. Il regarda autour de la table. Aridel n'a pas besoin d'un roi guerrier aujourd'hui. Il a besoin d'un esprit qui voit 10 pas en avant. Il ordonna la réouverture des communications avec les tribus des montagnes, longtemps aliénées par les politiques de Victor. Il fit rédiger par Célène un message codé utilisant les runes anciennes de Staraven, des symboles que peu se souvenaient mais que tous respectaient. Il redirigea les fonds du palais, laissés intacts depuis son accident, pour armer les villages extérieurs. Il envoya des émissaires non pas pour rallier la peur, mais la loyauté, car la peur s'estompe, la loyauté perdure. Et il ne le fit pas depuis un cheval. Il le fit depuis une chaise. Mais personne ne questionna son autorité, car la manière dont il parlait commandait, et la manière dont il les regardait rappelait à chaque âme dans cette pièce que c'était toujours le prince qui s'était autrefois tenu entre la mort et son royaume. Maintenant, il dirigeait à nouveau, assis, oui, mais inébranlable. Les soirs,
lui et Sélène examinaient les mouvements dans l'ancien observatoire. Des cartes holographiques projetaient les trajectoires des rebelles sur des panneaux de verre. Sélène se tenait près de la table à compas, lisant les trajectoires ennemies. Marcus était assis à côté d'elle, donnant des contre-ordres, marquant les chaînes d'approvisionnement, ajustant les positions des flancs avec la précision de quelqu'un qui n'avait jamais oublié ce que signifiait protéger son peuple. « C'est qui vous étiez » murmura Sélène une nuit, les yeux brillants. Il se tourna vers elle. « Non, c'est qui je suis encore. » Et à cet instant, elle le vit. Sa force n'était pas dans le corps qu'il avait perdu. Elle était dans le feu qu'il refusait de laisser mourir. La première confrontation eut lieu à l'avant-poste de Valthorn. Marcus, contre toute recommandation, insista pour être là, pas comme une figure de proue, mais comme un chef. Il fut conduit dans la tente de commandement par Sélène elle-même alors que des soldats stupéfaits se mettaient au garde à vous. Il ne perdit pas de temps en formalités. « Victor s'attend à un garçon effrayé caché derrière les murs du palais, dit-il. Au lieu de cela, il trouvera un homme qui voit plus loin que sa rage. » Il se tourna vers le capitaine des archers. « Quand il chargera à travers le ravin, attendez mon signal. »« Mais, Votre Altesse, mon signal ?» Personne ne discuta, car la voix du prince ne tremblait plus. La bataille dura 26 minutes. Marcus observa depuis le bord de la falaise dans un char renforcé, construit sur mesure par les ingénieurs du palais sur ses ordres. Sélène se tenait à ses côtés, sa main stable sur son épaule, prête au pire. Mais il ne cligna pas des yeux. Il attendit, observa, et quand les nuages de poussière s'élevèrent de la charge des rebelles, il attendit encore, jusqu'à ce qu'ils soient dans le ravin, piégés par leur propre vitesse. Puis il leva la main, un seul geste. Le ciel se remplit de flèches. La victoire n'était pas dans le sang versé, elle était dans le silence qui suivit, et dans la manière dont ces hommes le regardèrent ensuite, non comme un roi blessé, mais comme un chef renaissant. De retour au palais, les gens bordaient les routes, ils avaient déjà entendu l'histoire, pas de la bataille, mais du prince qui était revenu. Le prince qui ne pouvait pas marcher, mais qui n'avait jamais cessé de se lever. Les enfants déposaient des fleurs le long des pierres. Les anciens s'inclinaient sur son passage. Sélène, chevauchant à ses côtés, regardait chaque visage s'illuminer d'espoir, un espoir qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Cette nuit-là, Marcus se tenait, les bras appuyés sur les balustrades du balcon donnant sur la capitale. Il ne sentait pas ses jambes, mais il sentait tout le reste, la brise, l'odeur de la poussière et du jasmin, la chaleur de la victoire sans arrogance. Sélène le rejoignit. « Ils se souviendront de ce jour, dit-elle doucement. Il hocha la tête. « Pas parce que hay combattu. »« Non, sourit-elle. Parce que vous avez dirigé. » Il se tourna vers elle. « Je n'aurais pas pu le faire sans vous. » Elle inclina la tête. « Auriez-vous essayé ?» Une autre pause, puis, avec une force calme dans sa voix, « Peut-être pas. Mais vous ne m'avez pas attendu pour que je sois prêt. Vous m'avez montré ce qui était encore là. » Ils se tinrent en silence, côte à côte. Mais la guerre n'était pas encore finie. Et Victor n'était pas terminé. La cloche du palais sonna au crépuscule, 3 coups lents, bas, délibérés, finaux. C'était le son de la justice. Victor avait été capturé au bord des falaises du sud, essayant de fuir à travers le désert sous un faux nom, avec des sceaux falsifiés et un coffre d'or volé attaché à un chameau qui refusait de lui obéir. Son armée s'était déjà dissoute. Ses alliés avaient disparu comme du sable dans le vent. Maintenant, il se tenait enchaîné dans la grande salle d'Aridel, plus un régent, mais un traître. Marcus entra sans cérémonie, pas de couronne, pas de robe, juste le pouvoir silencieux d'un homme qui n'avait plus rien à prouver. Il se déplaça en roulant à travers l'allée de pierre alors que la cour tombait dans le silence. Son regard trouva celui de Victor et le retint. « Vous m'avez autrefois appelé faible, » dit Marcus. « Vous avez dit que le royaume mourait entre les mains d'un homme qui ne pouvait pas se tenir debout. » Il s'arrêta. « Regardez autour de vous. Aridel tient debout. Et vous, non, ricana Victor. Vous laissez une femme diriger votre royaume? Une guérisseuse? Une étrangère ?» La mâchoire de Marcus se crispa. « Non, dit-il. Je l'ai laissé le sauver. » Il se tourna vers les gardes. « Dépouillez-le de son titre et de ses terres. Laissez-le vivre, pour qu'il voie le royaume s'élever sans lui. » Le jugement résonna comme une porte qui se ferme. Et quand Sélène entra dans la salle à côté de Marcus, les gens ne chuchotèrent pas. Ils s'inclinèrent. Ce soir-là, le ciel au-dessus d'Aridel était en feu d'étoiles. La ville en dessous pulsait de célébration. La musique s'élevait des cours inférieures. Les lanternes dansaient comme des esprits dorés au-dessus des toits, mais Marcus resta dans le calme de ses quartiers, regardant les dunes, jusqu'à ce que Sélène entre. Il ne se tourna pas. « Vous aviez raison, » dit-il doucement. Elle s'approcha. « À propos du quoi? À propos du tout. » Une longue silence. Puis il lui fit face. « J'ai porté une couronne de pierre depuis le jour de ma chute, laissé la douleur me gouverner, laissé la peur décider qui je pouvais être. Mais quand vous m'avez touché, Sélène, quand vous m'avez regardé sans ciller, quelque chose s'est éveillé. » Ses yeux s'adoucirent. «
Vous vous êtes éveillé. Il secoua la tête. Non, j'ai respiré parce que vous m'avez rappelé comment. Il tendit la main vers la sienne. Elle la prit cette fois, sans hésitation. Les regrettez-vous? Murmura-t-il. Il se leva lentement, prudemment, ses mains agrippant les balustrades du balcon. Ses jambes ne le portaient pas loin, mais elles le portaient assez. Il lui fit face. Je regrette chaque jour où je vous ai tenu à distance. Son souffle se coupa. Il s'approcha. J'ai essayé de me protéger de vous, quand tout ce dont j'avais besoin, c'était vous. Sa main toucha sa joue, chaude, réelle. Je ne vous demande plus de me guérir, dit-il. Je vous demande de me choisir tel que je suis, pas comme un prince, pas comme un homme essayant d'être entier, mais juste moi. Ses yeux scintillaient. Je l'ai déjà fait. Il se pencha en avant. Leurs lèvres se rencontrèrent à nouveau, cette fois sans confusion, sans honte, juste la plénitude de tout ce qu'ils avaient survécu pour ressentir. Le baiser n'était pas précipité. Il n'était pas désespéré. Il était mérité. Et quand ils se séparèrent, son front reposa contre le sien. Leur souffle se partageait dans l'espace entre les battements de cœur. Cette nuit-là, il ne dormit pas seul, pas par désir, pas pour le réconfort, mais pour la connexion. Pour la première fois, il se laissa voir pleinement, les cicatrices, l'immobilité de ses membres inférieurs, la fragilité qu'il craignait autrefois, et elle ne détourna jamais les yeux. Son toucher était révérencieux, pas prudent. Son regard disait, « Vous êtes toujours entier ». Et quand ils reposaient côte à côte, peau contre peau, âme contre âme, le silence entre eux était sacré. Aux premières heures avant que la ville ne s'éveille, il murmura dans ses cheveux. « Vous n'êtes pas mienne parce que j'ai besoin de vous. » Elle remua, les yeux à moitié ouverts. « Vous êtes mienne parce que vous m'avez vu avant que je ne me souvienne comment. » Elle sourit. « Alors ne l'oubliez pas à nouveau. »« Je ne le ferai pas, promit-il, et il le pensait. » Plus tard ce jour-là, il se tint devant le peuple d'Aridel, pas depuis le trône, mais depuis la cour. Sa voix résonna clairement. Que ce jour soit souvenu, non comme la fin d'une guerre, mais comme le début d'un règne bâti sur la confiance. Il se tourna vers Sélène, debout juste derrière l'arche. Et que tous ceux qui ont douté se souviennent. La force ne se mesure pas à ce que vous commandez, mais à ce que vous choisissez d'aimer. Et devant des milliers de personnes, il lui tendit la main. Elle la prit, sans hésitation, sans doute, et le peuple rugit. Mais à l'ombre d'une dune lointaine, loin des acclamations et des lanternes, un cavalier solitaire observait la célébration de loin. Tous les ennemis ne tombent pas dans les chaînes. Satan's attendant. 5 ans avaient passé depuis la chute de Victor, et la ville du désert, autrefois hantée par les ombres, fleurissait maintenant comme un miracle après la pluie. Les marchés pulsaient de couleurs et de rires. Les musiciens remplissaient les cours. L'odeur du pain au miel et du jasmin flottait dans l'air chauffé par le soleil. Et au cœur de tout cela se dressait le palais, non comme une forteresse, mais comme un foyer. À l'intérieur, les couloirs n'étaient plus froids. Le silence qui les avait autrefois saisis avait été remplacé par quelque chose de vivant, le claquement des petits pieds, les rires, et les petites voix appelant « Papa ». Marcus tourna son fauteuil de la fenêtre juste au moment où une tornade de boucles et de lumière s'écrasait sur ses genoux. Sa fille grimpa sans attendre d'aide, ses petites mains agrippant les côtés de sa tunique. Derrière elle venait son frère jumeau, qui adopta une approche plus douce, grimpant de l'autre côté et posant sa tête contre la poitrine de Marcus. Ils avaient 3 ans maintenant, sauvages, curieux, et rien à voir avec la vie qu'il avait autrefois imaginée, mais tout ce qu'il ne savait pas qu'il voulait. Sélène entra quelques instants plus tard, portant un plateau de fruits et de pain plat chaud. Ses longs cheveux étaient à moitié attachés, ses manches retroussées, et ses yeux portaient toujours cette lueur inimitable de quelqu'un qui vivait non pour le pouvoir, mais pour la présence. « Tu leur as encore volé leur attention, taquina-t-elle. Marcus sourit. « Je les ai payés avec des histoires. As-tu sauté la partie où le prince a été sauvé par une mystérieuse reine du désert? J'ai promu son titre à impératrice, dit-il, pour plus de précision historique. » Elle rit, un rire doux, chaleureux, familier, et sa poitrine se gonfla d'un sentiment plus profond que l'amour. C'était la paix. Plus tard ce jour-là, Sélène dirigea un atelier dans la cour de l'Académie de guérison, sa création. Des dizaines d'étudiants se rassemblaient sous les arches de pierre, apprenant non seulement les herbes et l'énergie, mais aussi à écouter, à voir au-delà de la douleur, à toucher sans crainte. L'Académie était devenue l'un des joyaux d'Aridel, mais Sélène refusait de porter cette couronne. Elle préférait semer les graines et laisser les autres grandir. De retour au palais, Marcus travaillait aux côtés de Jonas dans la salle de stratégie, non pour la guerre, mais pour la diplomatie, les traités, la réforme de l'éducation, un nouveau système de distribution d'eau pour les avant-postes près des falaises. Il régnait avec vision, mais jamais seul. Chaque fois qu'une voix tremblait à la cour, Sélène intervenait, ferme, bienveillante, précise. Et quand la colère de Marcus menaçait de surgir, elle l'apaisait, non par des mots, mais par un regard. Ensemble, ils régnaient non par le pouvoir, mais par la présence.
Ce soir-là, après que les jumeaux se furent endormis, blottis près du feu, Marcus et Célène s'assirent dans le jardin. C'était leur heure préférée, quand le désert se rafraîchissait, quand les étoiles commençaient à grimper, quand le silence n'était plus quelque chose à fuir, mais à chérir. Elle posa sa tête sur son épaule. « Je n'ai jamais imaginé cela, murmura-t-elle. Il embrassa sa tempe. Moi, si. Elle sourit. Menteur. Irrite. Demi-vérité. Je t'ai imaginé, toi. Le reste était un miracle. Elle leva les yeux vers lui. Rêves-tu encore de marcher? Il s'arrêta, puis répondit honnêtement. Avant, je rêvais de ce que j'avais perdu. Maintenant, je rêve de ce que j'ai. Ses yeux scintillaient. Tu n'as jamais cessé de t'élever, Marcus. Il toucha sa main, entrelaquant ses doigts avec les siens. Et tu ne m'as jamais laissé tomber. Au loin, les tours d'Aridel brillaient sous la lune argentée. Un royaume autrefois ébranlé par la trahison reposait désormais sur des racines plus profondes que la pierre. Et sous ses arches, 2 enfants rêvaient, une reine guérissait, un roi dirigeait, et 2 âmes, autrefois étrangères sous le même ciel, respiraient maintenant en rythme, plus brisées, plus en attente, mais pleinement chez elles. Il ne marcha plus jamais, mais il apprit à avancer avec ce qui ne se voit pas. Elle n'était pas venue pour le sauver. Elle était venue pour lui rappeler qui il était. Et là où il y avait autrefois silence et peur, fleurissait désormais un royaume entier de courage et d'amour. Car le véritable pouvoir n'était jamais dans les jambes. Il était dans le cœur qui choisissait de ressentir, même après une chute. Et peut être, en fin de compte, cette histoire n'est pas celle des royaumes, mais des âmes qui se reconnaissent.